Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'identification au niveau fondamental d'une action ultra qualitative. Cette vidéo fait suite à la vidéo intitulée « Savoir perdre pour gagner à long terme ». Je vous mettrai un lien en haut à droite. Alors à la question « Qu'est-ce qu'une entreprise ultra qualitative ?» La réponse est simple. Il s'agit d'une entreprise dont les résultats sont consistants et croissants au cours du temps, qui offre par ailleurs des rendements sur capitaux élevés, mais aussi des marges élevées, et qui transforme la plupart de ses bénéfices en cash. Autrement dit, c'est une entreprise dont le free cash flow est très proche du résultat net. C'est par ailleurs une entreprise relativement résiliente lors des crises économiques, c'est-à-dire lors des périodes de récession. Alors, comme on peut le voir à l'écran, les actions ultra qualitatives voient leur valeur intrinsèque augmenter assez régulièrement au cours du temps, si bien que le cours de bourse a tendance à augmenter lui aussi assez régulièrement, générant des intérêts composés importants au cours du temps pour l'actionnaire. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister ensemble les critères clés qui caractérisent une entreprise ultra qualitative. Alors le premier critère important, c'est la présence d'un résultat net ou d'un BPA, donc d'un bénéfice par action, consistant et croissant au cours du temps. La présence de ce résultat net ou de ce BPA consistant et croissant au cours du temps nous assure une certaine visibilité au niveau des résultats et donc il n'y a généralement pas de surprise au moment de l'annonce des résultats pour ce type d'entreprise. Autre élément important, c'est la présence de rendements sur capitaux élevés, donc ça va être un ROE élevé, donc un Return on Equity élevé, un ROCE élevé, donc un Return on Capital Employed élevé, ou un ROIC élevé, c'est-à-dire un Return on Invested Capital élevé. Et donc, ça va être des rendements sur capitaux élevés pour l'entreprise et surtout, ça va être un coût moyen pondéré des capitaux faible, donc au niveau du WACC. Je vous rappelle qu'en anglais, WACC signifie Weighted Average Cost of Capital, qui se traduit en français par coût moyen pondéré des capitaux. Et donc, la présence d'un côté de rendements sur capitaux élevés et la présence de l'autre d'un coût moyen pondéré des capitaux faibles nous assure la création de valeur pour l'actionnaire. Pour faire simple, le coût moyen pondéré des capitaux représente le taux auquel emprunte l'entreprise pour investir et les rendements sur capitaux représentent le taux généré avec l'argent emprunté. Ainsi, de manière très caricaturale et pour faire simple, si l'entreprise emprunte à 5%, donc elle a un WACC de 5%, et qu'elle génère un rendement de 20%, donc elle a un ROIC de 20%, ça veut dire qu'au final, elle emprunte d'un côté à 5% et elle génère un rendement de l'autre de 20%, elle se met donc 15% dans la poche, et donc au passage, elle crée de la valeur pour l'actionnaire. Ainsi, ce qui crée réellement de la valeur pour l'actionnaire, c'est ce delta entre d'un côté le ROIC et de l'autre le WACC. Alors, les entreprises ultra qualitatives ont également des marges élevées, donc ça va être notamment une marge brute élevée, supérieure à 40%, une marge d'exploitation élevée, une marge nette élevée, généralement supérieure à 20% aux États-Unis, généralement supérieure à 10% en Europe, et puis une marge de free cash flow élevée également. Toutes ces marges élevées sont caractéristiques d'un avantage compétitif durable, et l'avantage compétitif durable est un élément dont dispose l'entreprise ultra qualitative. Les entreprises ultra qualitatives ont également un taux de couverture des intérêts élevé, donc un interest coverage élevé. Donc l'interest coverage se calcule de la manière suivante, c'est tout simplement l'EBIT, donc Earnings Before Interest and Taxes, divisé par Interest Expense ou les dépenses d'intérêt, les intérêts de la dette. Au final, ce taux de couverture des intérêts élevé, cet interest coverage élevé, nous assure qu'il n'y a aucun problème de solvabilité au niveau de l'entreprise. Les entreprises ultra qualitatives ont par ailleurs un faible endettement, c'est-à-dire qu'elles ont un ratio dette nette sur capitaux propres relativement faible, voire négatif dans le cas où il y a plus de cash que de dette. Et donc ce faible endettement ou cette absence d'endettement nous garantit de l'absence de risque de faillite en ce qui concerne cette entreprise. Par ailleurs, les entreprises ultra qualitatives ont un nombre d'actions en circulation stable ou en baisse, c'est-à-dire que le nombre d'actions en circulation a tendance à rester stable au cours du temps, ou bien même il a tendance à diminuer au cours du temps à mesure que l'entreprise procède à des rachats d'actions. Et donc cette stabilité, voire cette baisse du nombre d'actions en circulation au cours du temps, nous assure de la création de valeur pour l'actionnaire, c'est-à-dire que si tous les autres critères sont respectés, alors il y a bien création de valeur
pour l'actionnaire in fine. Enfin, dernier critère clé, généralement les entreprises ultra qualitatives ont un taux de conversion en cash élevé, c'est-à-dire que le free cash flow est relativement proche du résultat net. Autrement dit, lorsqu'on fait free cash flow divisé par résultat net, on trouve un résultat proche de 100% et parfois un peu plus élevé que 100%. À noter, et je l'ai mis ici, que le free cash flow est plus important que le résultat net. Pourquoi? Tout simplement parce que le résultat net, c'est un résultat comptable, alors que le free cash flow est un résultat en cash. Et vous savez au final que le cash est toujours plus important que le résultat comptable. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder 3 exemples d'actions ultra qualitatives. Donc je vais vous présenter des données. Alors vous pouvez essayer de trouver l'action qui est présentée si vous le souhaitez. Je vous donnerai le nom ensuite. Et puis on va regarder ce qui fait que ces 3 actions, ces 3 entreprises sont des entreprises ultra qualitatives. Alors je vous ai mis un premier exemple ici. Donc on a le BPA, en anglais Earnings Per Share. Donc diluted, on voit bien que celui-ci est consistant et croissant au cours du temps. Alors consistant parce qu'il n'est jamais négatif, c'est-à-dire qu'il a tendance à augmenter, il peut se replier, mais l'année suivante, il repart de l'avant. Donc ça, c'est un BPA ou un Earnings Per Share consistant. Et puis surtout, il est croissant au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'en 2016, il est de 2,56 $, et puis il monte à 3,25 $. Alors il descend un peu en 2018, puis 5,06 $, 5,76 $ et 8,05 $. Donc ça, c'est typiquement un BPA consistant et croissant au cours du temps. Au niveau des rendements ensuite, donc au niveau du Return on Equity, ROE, on voit que celui-ci est très élevé, c'est-à-dire largement supérieur à 15%, puisqu'il est de 27%, 31%, 19%, 42%, 40% et 47%. Alors on peut regarder ensuite le ROCE et le ROIC, donc le Return on Capital Employed et le ROIC, Return on Invested Capital. Ce sont des ratios assez proches. On peut utiliser l'un à la place de l'autre. On voit que ceux-ci sont très élevés puisque largement supérieurs en moyenne à 10%. On voit surtout qu'ils sont ici très proches de 30%, 25-30%. Et donc ce sont des ratios extrêmement élevés. Donc ces 2 ratios, qui sont calculés de manière légèrement différente, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici, nous donnent en fait le rendement de l'entreprise, c'est-à-dire quel est le rendement généré par l'entreprise lorsqu'elle investit. Et on voit que ce rendement est d'environ 25-30% par an, ce qui est un rendement extrêmement élevé pour une entreprise. Alors j'en profite pour vous rappeler que le ROE, donc le Return on Equity, est impacté par le niveau de levier financier, c'est-à-dire que plus une entreprise est endettée, plus son ROE sera élevé. Alors par exemple, les banques ont un ROE très élevé. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent très endettées, c'est-à-dire qu'elles ont un levier financier très important, donc ROE très élevé et ROIC ou ROCE beaucoup plus faible. Alors l'élément important ici, c'est toujours de comparer le ROIC d'un côté au WACC, c'est-à-dire quel est le rendement généré par l'entreprise par rapport au taux d'emprunt de l'entreprise. Ici, on voit que le WACC est de 5%, si je me fie à l'année 2021, 5-6% même, 5,95%. Ça veut dire que l'entreprise emprunte globalement à 6% et génère 30% de rendement par an. Ça veut dire qu'on a un delta ici de 24% en faveur de l'entreprise, ce qui est un delta extrêmement important. Ça veut dire que l'entreprise est extrêmement qualitative. Alors non seulement l'entreprise est extrêmement qualitative parce qu'elle alloue bien ses capitaux, on le voit ici au niveau du ROIC, mais surtout elle est capable de générer un delta important année après année, c'est ce qu'on voit ici, même si ça a été un peu plus compliqué en 2018 ici, mais on le voit ici, le delta est extrêmement important année après année. Ça veut dire que chaque année elle fait des profits, qu'elle les réinvestit dans son business et qu'elle génère des profits toujours aussi élevés au cours du temps. Ce qui veut dire aussi que cette entreprise a un avantage compétitif durable a priori. Alors cet avantage compétitif durable, on le voit au niveau des marges, donc les marges sont extrêmement élevées. On voit que la marge brute, donc gross margin en anglais, est de 68,9%. On peut voir que cette marge brute a même augmenté au cours du temps, qu'elle est très élevée, largement supérieure à 40%, donc très belle marge brute. Et puis on voit que les marges d'exploitation et la marge nette sont également extrêmement élevées, puisqu'on a une marge d'exploitation de 41% environ et une marge nette de 36% par an. On voit qu'on est passé de 22% en 2016 à une marge nette de 36%. C'est une marge nette exceptionnelle. Donc on a ici une entreprise extrêmement qualitative avec une marge nette largement supérieure à 20%, qui est le seuil que j'utilise pour des entreprises américaines, c'est le cas ici. Et puis on voit également que la marge de free cash flow est extrêmement importante, à 33%, donc une marge de free cash flow
très proche de la marge nette. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement que le free cash flow généré par l'entreprise est très proche du résultat net de l'entreprise et ça c'est un élément caractéristique d'une entreprise ultra qualitative. Alors au niveau de l'endettement de l'entreprise, on va utiliser ici le ratio dette sur equity, donc dette sur capitaux propres, on voit qu'il est de 48%. Idéalement, il faudrait utiliser le ratio dette nette sur capitaux propres, c'est-à-dire les dettes, dette totale, moins le cash, divisé par l'equity, donc divisé par les capitaux propres. On verrait probablement que cette entreprise a une dette nette sur capitaux propres beaucoup plus faible que 48%. On peut utiliser ce ratio ici, donc 48%, un ratio relativement faible, inférieur au seuil utilisé par Peter Lynch, un seuil de 50%. Alors ce qu'on peut faire ensuite, c'est de regarder le taux de conversion en cash, c'est-à-dire de diviser le free cash flow par le net income, par le résultat net. Et lorsqu'on fait l'un divisé par l'autre, on voit qu'on est très proche de 100%, autrement dit qu'il y a une très forte conversion du résultat net en cash. Et ça, c'est également un élément caractéristique d'une entreprise ultra qualitative. Alors ce qu'on peut faire enfin, c'est regarder l'interest coverage, donc le taux de couverture des intérêts. On voit que celui-ci est très élevé, 21, 13, 12, 15, 20, 29, largement supérieur à des interest coverage, donc des taux de couverture de 5, 6 qu'on voit généralement dans des entreprises beaucoup moins qualitatives. Je vous rappelle que l'interest coverage, c'est tout simplement l'EBIT, donc Earnings Before Interest and Taxes, divisé par les intérêts d'emprunt lorsqu'une entreprise fait des emprunts. Et donc, ça nous permet de voir combien de fois l'entreprise a débite par rapport à ses intérêts d'emprunt. Et donc ici, on a un taux de couverture des intérêts très élevé qui montre que l'entreprise est parfaitement solvable. Enfin, dernier point ici, on va s'intéresser au nombre d'actions en circulation. On voit que le nombre d'actions en circulation est en baisse année après année, puisqu'on passe de 7,9 milliards ici d'actions en circulation à 7,7 milliards et on finit ici à 7,5 milliards. Donc cette entreprise rachète ses actions au fur et à mesure du temps qui passe et on a une réduction du nombre d'actions en circulation. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a une réduction du nombre d'actions en circulation, ça veut dire que l'action qui est en possession de l'actionnaire a tendance à prendre de la valeur. Alors, je vais vous donner le nom de l'entreprise qui est présentée ici. Il s'agit de l'entreprise Microsoft et on peut voir ici que la valeur intrinsèque de l'entreprise augmente au cours du temps et cette augmentation de la valeur intrinsèque générée par un ROIC extrêmement élevé par rapport à un WACC extrêmement faible, cette augmentation de la valeur intrinsèque de l'entreprise s'exprime ici au travers de l'augmentation du cours de l'action, du cours de bourse, puisqu'on voit qu'en 2016, le cours de bourse de Microsoft était de 51 $, puis de 68 $ en 2017, puis 98 $, 133 $, 203 $ et 270 $ en 2021. Donc cette entreprise est ultra qualitative et surtout elle génère des rendements largement supérieurs au taux auquel elle emprunte. Et donc au final, c'est une entreprise dans laquelle on peut investir en buy and hold, c'est-à-dire conserver en portefeuille très longtemps et puis profiter d'une hausse de la valeur intrinsèque au fur et à mesure du temps qui passe. Alors je vais vous présenter tout de suite une deuxième entreprise. On procède de la même manière, on regarde le BPA, donc Earnings Per Share en anglais. C'est la même chose, on a un BPA consistant et croissant au cours du temps, consistant parce qu'il n'est jamais négatif. Alors on peut avoir des petits replis parfois, c'est le cas ici en 2020, mais globalement il est croissant au cours du temps, on a bien une évolution croissante globalement ici. On regarde ensuite les rendements sur capitaux, donc ROE, ROCE, ROIC. On voit qu'ils sont là aussi extrêmement élevés puisque le ROE est largement supérieur à 15% et puis on voit que le ROIC lui est largement supérieur à 8-10% puisqu'on est ici aux alentours de 19, 21, 18, 18, donc aux alentours de 20%. On compare ensuite le ROIC généré par l'entreprise au WACC, donc c'est-à-dire le taux généré par l'entreprise par rapport au taux auquel emprunte l'entreprise, donc ici 7% environ. On voit que le delta est extrêmement important entre les deux et on voit que c'est le cas historiquement et donc que c'est une entreprise ici ultra qualitative. On s'intéresse ensuite aux marges, donc marge brute. On voit que celle-ci est largement supérieure à 40% puisqu'on est quasiment à 80% et on voit qu'historiquement on est autour de 80% en termes de marge brute. Je vous rappelle que plus la marge brute est élevée, plus l'entreprise a un pricing power élevé. Et donc elle est capable d'augmenter ses prix. On s'intéresse ensuite à la marge d'exploitation et à la marge nette et on voit surtout que la marge nette est extrêmement élevée
à 51%. Donc on voit qu'au cours du temps, cette marge nette oscille entre 40% environ et 51%. C'est une marge nette extrêmement élevée pour une entreprise. C'est une marge nette qu'on ne voit bien entendu que très rarement. On voit par ailleurs que la marge de free cash flow est très élevée également et donc très proche de la marge nette, ce qui est caractéristique d'une entreprise ultra qualitative. Ça veut dire que le free cash flow est très proche, ici légèrement supérieur au résultat net, ce qui est une très bonne chose pour une entreprise. Alors on peut comme d'habitude diviser le free cash flow par le résultat net. Donc 14 divisé par 12, on a un taux de conversion en cash qui est supérieur à 100%. C'est une très bonne chose et là encore caractéristique d'une entreprise ultra qualitative. Au niveau de l'interest coverage, on voit que celui-ci est également très élevé, autour de 20-30, donc largement supérieur à 4, 5, 6, ce qu'on voit souvent pour des entreprises peu qualitatives. Et puis au niveau des actions en circulation, on voit que celles-ci sont en baisse au cours du temps puisqu'on passe de 2392, donc on est ici en milliards, 2 milliards 3 à 2 milliards 130, et donc on a une baisse du nombre des actions en circulation, c'est-à-dire que l'entreprise procède à des rachats d'actions, ce qui bien entendu crée de la valeur pour l'actionnaire. Au final, il s'agit de l'entreprise Visa. On a ici une augmentation au cours du temps de la valeur intrinsèque de l'entreprise, comme toujours avec les entreprises ultra qualitatives, et donc on peut voir que le cours de bourse a tendance à suivre cette évolution de la valeur intrinsèque de l'entreprise. On passe de 82 $ en 2016 à 105 $, puis 150 $, 172 $, 199 $ et 222 $ ici. Et donc c'est le genre d'entreprise que l'on peut avoir en portefeuille pendant très longtemps et donc dans lequel on peut investir en mode buy and hold, c'est-à-dire j'achète et je conserve très longtemps en portefeuille. Alors on passe à une troisième et dernière entreprise, troisième et dernier exemple, on est en francs suisses ici, donc il s'agit d'une entreprise suisse. Je vous ai mis comme d'habitude le BPA, donc dilué parce que c'est la mesure que j'utilise de mon côté. On voit que le BPA est consistant et croissant au cours du temps, consistant parce qu'il n'est jamais négatif, et puis croissant parce qu'il a tendance à augmenter au cours du temps. On passe de 14,85, alors il baisse légèrement en 2017, mais il remonte tout de suite en 2018 à 16,39, puis 17,93, 17,88, ça baisse un tout petit peu en 2020, puis on continue d'augmenter en 2021. C'est typiquement un BPA ou un résultat net consistant et croissant au cours du temps. On regarde les rendements ensuite, donc on commence par le Return on Equity, ROE, on voit que celui-ci oscille entre 35 et 38, on regarde le dernier, il est à 38%, quasiment 39%, c'est un ROE extrêmement élevé. Alors on vérifie tout de suite le ROIC pour voir si l'entreprise n'a pas un ROE élevé en fonction, en tout cas en raison d'un effet de levier très important, si elle est très endettée. On voit que l'entreprise a un ROIC très élevé, ça veut dire déjà qu'elle n'est pas forcément très endettée puisque ses résultats sont relativement proches. Et puis surtout, elle a un ROIC extrêmement élevé, donc elle génère un rendement d'environ 24% sur les capitaux investis, à comparer à un taux de l'argent, donc à un taux d'emprunt, c'est le coût auquel l'entreprise emprunte ses capitaux d'environ 6%, donc le delta est extrêmement important, et on voit que c'est le cas au cours du temps avec un delta extrêmement important entre le taux généré par l'entreprise et le taux auquel elle emprunte. Donc delta important ici, la même chose ici chaque année. Donc cette entreprise crée de la valeur pour l'actionnaire. On regarde ensuite les marges en commençant par la marge brute et on voit que la marge brute est supérieure très largement à 40% puisqu'elle est d'environ 70%, donc 71% pour 2021. On voit bien que c'est le cas au cours du temps. On regarde ensuite la marge d'exploitation, toujours très élevée, et surtout la marge nette. Celle-ci est supérieure en moyenne à 20%, donc il s'agit ici d'une entreprise ayant un avantage compétitif durable. On voit ensuite que la marge de free cash flow est très similaire à la marge nette, ce qui veut dire que le free cash flow de l'entreprise est très proche du résultat net de l'entreprise, ce qui est là encore une caractéristique d'une entreprise ayant un avantage compétitif durable et surtout d'une entreprise ultra qualitative. Au niveau du ratio dette sur capitaux propres, donc dette sur equity, on est à 39%. Bien entendu, là encore, il faudrait travailler à partir d'un ratio dette nette sur capitaux propres, c'est-à-dire la dette moins le cash divisé par les capitaux propres. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, c'est regarder le taux de conversion en cash, comme d'habitude. Donc, on fait le free cash flow divisé par le net income, donc 830 divisé par 756. On voit qu'on est très proche de 100%.
On est même légèrement au-dessus de 100%, ce qui veut dire là encore que l'entreprise a un taux de conversion en cash extrêmement important, caractéristique d'une entreprise ultra qualitative. Au niveau de l'interest coverage, c'est la même chose. On a un interest coverage très élevé, très éloigné des 4, 5, 6 qu'on peut trouver pour des entreprises peu qualitatives. Au niveau des actions en circulation, on voit que celles-ci sont en diminution au cours du temps, ce qui est une très bonne chose et ce qui est synonyme de création de valeur au vu de tous les autres éléments. Au final, cette entreprise, c'est l'entreprise Geberit, donc une entreprise suisse qui fabrique notamment des chasses d'eau. Et donc, cette entreprise crée de la valeur au cours du temps et donc on a une augmentation de la valeur intrinsèque de cette entreprise au cours du temps qui se traduit année après année par l'augmentation du cours de bourse qui a tendance à suivre l'augmentation de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et donc on voit bien ici que le cours de bourse de Geberit augmente année après année puisqu'on passe de 408 francs suisses en 2016 à 429. On descend un peu ici, on baisse un peu en 2018, 382, puis on remonte très fortement en 2019, 543, puis 2020, 554 et enfin 745 en 2021. Le cours de bourse a fini par suivre la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et donc là encore, c'est une entreprise qu'on peut mettre bien au chaud en portefeuille, qu'on peut avoir en buy and hold, c'est-à-dire on achète et on garde cette action dans le temps, ces actions dans le temps. Et donc c'est typiquement le genre d'action qu'on a envie d'avoir à long terme en portefeuille. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer 3 exemples d'actions non qualitatives et je vais vous expliquer pourquoi ces actions sont fondamentalement non qualitatives. Alors je vous ai mis un premier exemple ici. Donc on regarde comme d'habitude le BPA, ici le BPA dilué. Alors on regarde et on s'assure qu'il est consistant et croissant au cours du temps. On voit qu'en 2020, le BPA est négatif, ça veut dire que l'entreprise a fait des pertes. Donc à la question est-ce que le BPA est consistant, la réponse est non. On a un BPA tantôt en hausse, tantôt en baisse, et donc le BPA n'est pas consistant au cours du temps. On peut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'une entreprise qualitative. Alors on peut quand même regarder la suite, juste pour voir un peu ce que ça donne. On s'intéresse au rendement ensuite. ROE, on voit que celui-ci est relativement faible, donc 2, 6, 12, 12%. Si je fais la moyenne avec un rendement ici négatif, si je fais la moyenne ici, on est en dessous d'un ROE de 10%. Donc a priori, ce n'est pas une entreprise qualitative et les rendements générés ne sont pas mirobolants. Au niveau du ROIC ici, on a un ROIC de 5% à comparer à un WACC de 4%, ça veut dire un delta extrêmement faible. Et puis surtout, certaines années, le WACC est supérieur au ROIC, c'est-à-dire que l'entreprise détruit de la valeur. Elle n'en crée pas, ça veut dire qu'ici par exemple en 2018, elle emprunte à 7,5% et elle génère un rendement de 6,3%, ça veut dire qu'elle détruit de la valeur pour l'actionnaire. Au niveau des marges, c'est la même chose, les marges sont extrêmement faibles, marge brute de 13%, extrêmement faible, marge nette extrêmement faible de 7%, et donc là, on a potentiellement une entreprise qui est sur en tout cas dans un secteur extrêmement compétitif, pas forcément très intéressante à long terme. Au niveau de l'endettement, c'est correct, autour de 50%, c'est pas trop mal. Au niveau du rapport entre free cash flow et résultat net, c'est pas trop mal non plus. En tout cas cette année-là, parce qu'on voit qu'il y a des années, l'entreprise génère un free cash flow de 14 milliards ici et une perte au niveau du résultat net de 17 milliards. Donc ça, c'est pas bon du tout. Encore une fois, caractéristique d'une entreprise peu qualitative. En tout cas potentiellement cyclique ici. Et puis au niveau du prix, on voit que celui-ci n'augmente pas au cours du temps. Donc on passe de 25 à 27, puis 25, puis 26, puis 14, très forte chute du cours de bourse, puis 19. Et puis au niveau de l'interest coverage, on voit que celui-ci est extrêmement faible puisqu'on est à 0,68 ici, 3, 8, 5 et 6 ici. Donc interest coverage extrêmement faible. Et donc on a un interest coverage très faible au cours du temps, caractéristique d'une entreprise peu qualitative. Alors il s'agit ici de l'entreprise Shell, donc une entreprise du secteur pétrolier, donc une major pétrolière. Et donc c'est une entreprise cyclique. Les entreprises cycliques ne sont pas des entreprises qualitatives, c'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises avec lesquelles on va faire du buy and hold. Ce sont plutôt des entreprises qu'on va acheter en bas de cycle, puis qu'on va revendre soit en milieu de cycle, soit en haut de cycle. En tout cas, ce ne sont pas des entreprises à avoir en permanence en portefeuille. Alors je vous ai mis un deuxième exemple d'entreprise non qualitative, donc là c'est la même chose, on commence avec le BPA, on voit tout de suite que le BPA n'est pas consistant au cours du temps parce qu'il est tantôt positif, tantôt négatif, donc a priori il s'agit ici d'une entreprise cyclique,
Et puis quand on regarde les rendements ici, c'est la même chose, on a des rendements extrêmement faibles, un ROE de 6,5 ici. Quand je regarde ici en moyenne, on est autour de 2,3. Si on prend les rendements négatifs ici, 2-3%, c'est extrêmement faible. Le ROIC, lui aussi, est extrêmement faible, 4, moins 1, 0,3, 1,7, 3,8, donc un ROIC extrêmement faible. Alors WACC extrêmement faible également, mais on voit que le delta est extrêmement faible, et surtout, certaines années, le WACC est supérieur au ROIC, c'est-à-dire que l'entreprise emprunte à 2,7% et elle génère un rendement de 1,7%, ça veut dire qu'elle détruit de la valeur pour l'actionnaire. Donc entreprise très peu qualitative, on regarde ensuite les marges. On voit que la marge brute est aux alentours de 20%, ce qui est une marge brute relativement faible, ça veut dire très peu de pricing power. Et puis au niveau de la marge nette, on voit que celle-ci est très proche de zéro, ça veut dire que l'entreprise ne fait pas de bénéfices. Alors elle ne fait pas beaucoup de pertes non plus, mais pas de bénéfices. C'est une entreprise avec des marges extrêmement faibles qui opère probablement dans un secteur extrêmement concurrentiel. On note par ailleurs que le ratio dette sur equity, donc dette sur capitaux propres, est extrêmement élevé à 124%, donc entreprise en plus très endettée. Et puis lorsqu'on regarde ici l'interest coverage, on voit qu'il est extrêmement faible à 5, 5, 7, 5, 7. Donc interest coverage relativement faible. Et puis enfin, lorsqu'on regarde les actions en circulation, le nombre d'actions en circulation, on voit que celles-ci ont tendance à augmenter au cours du temps, ce qui veut dire que l'actionnaire est dilué au cours du temps par l'entreprise et donc ce n'est pas très favorable à l'actionnaire. Il n'y a pas création de valeur ici, mais destruction de valeur. Au final, cette entreprise, c'est l'entreprise Carrefour. Donc on voit ici, comme je l'ai dit, que le BPA est non consistant, que les marges sont extrêmement faibles, que l'entreprise a un endettement très élevé et qu'on a une augmentation des actions en circulation, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'actionnaire. Autrement dit, on a affaire à une entreprise non qualitative. Alors je précise une chose ici, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire d'argent avec une entreprise peu qualitative, ça veut tout simplement dire qu'on peut faire de l'argent uniquement si l'entreprise est extrêmement décotée et s'il y a un catalyseur qui vient booster le cours de bourse de l'entreprise. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément une entreprise qu'on a envie d'avoir en portefeuille en buy and hold. Allez, je passe à une troisième et dernière entreprise, donc non qualitative. On commence comme d'habitude par l'analyse du BPA. Donc on voit que ce BPA est négatif, donc absolument pas consistant et croissant au cours du temps. Au contraire, on a un BPA de plus en plus négatif au cours du temps, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. On regarde ensuite les rendements, ils sont tous négatifs, très mauvaise chose. On voit que le WACC ici est relativement faible, mais qu'il peut monter de manière très importante, notamment ici en 2019, synonyme ici d'une jeune entreprise qui va avoir tendance à faire appel au marché pour se financer. Au niveau des marges, c'est pareil, elles sont négatives. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne génère pas de profit, ne génère pas de bénéfices. Et puis au niveau de l'endettement, alors on a un endettement faible ici, mais on voit bien que ça ne change rien. L'entreprise a des résultats extrêmement mauvais au cours des 5 dernières années, même des 6 dernières années ici. Au niveau du taux de conversion en cash, on voit ici qu'on a un résultat net extrêmement négatif et un free cash flow positif. Alors ce n'est pas toujours le cas comme ici en 2020 et donc là aussi c'est pareil, on a un résultat net et un free cash flow qui ne sont pas vraiment alignés, caractéristiques d'une entreprise non qualitative. Et au niveau du cours de bourse, on voit que celui-ci a pourtant fortement augmenté au cours du temps. On passe de 16 à 34, 49, 83, 199 avant de rechuter à 91 $, puisqu'on est en dollars ici. Et ce qu'on peut voir ici au niveau du nombre d'actions en circulation, c'est que celles-ci ont tendance à augmenter au cours du temps, puisqu'elles ont quadruplé entre 2016 et 2021, ce qui veut dire que les actionnaires ont été complètement dilués par l'entreprise. Donc cette entreprise est tout simplement l'entreprise Teladoc, donc cotée aux États-Unis sur le Nasdaq. Donc il s'agit d'une start-up, une entreprise avec un fort potentiel, mais certainement pas une entreprise qualitative. Et donc il est très important de faire la différence entre une entreprise avec beaucoup de potentiel, très recherchée par les investisseurs ou plutôt par les spéculateurs qui spéculent sur le titre, alors même qu'ils sont dilués et certainement qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de la dilution ici. Et donc c'est une entreprise avec un potentiel important, mais une probabilité de réussite à ce stade relativement faible. C'est une entreprise qui fait du cash burn, c'est-à-dire qui brûle sa trésorerie année après année.
c'est généralement le cas des jeunes startups. Elles lèvent des capitaux pour se développer et puis elles utilisent ces capitaux pour justement essayer de concrétiser de nouveaux projets. Entre-temps, elles brûlent du cash jusqu'à éventuellement atteindre une taille critique qui leur permet ensuite de générer des profits. Enfin, on note une très forte augmentation du nombre d'actions en circulation avec un cours de bourse qui avait atteint 200 $ ici en décembre 2020 avant de retomber à 91 $ en décembre 2021. Et donc avec ces actions, il faut être extrêmement prudent. Ce sont des actions spéculatives qui sont d'un point de vue fondamental absolument pas qualitatives. Alors un point important ici, c'est qu'un jour, elles peuvent devenir qualitatives et même ultra qualitatives, mais bien entendu, cela peut prendre 10 ans, 15 ans ou plus. Et donc je pense qu'il est primordial de regarder les fondamentaux avant d'investir dans ce genre d'entreprise. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on peut avoir ce genre d'entreprise en portefeuille à condition de ne pas être surpondéré sur ce genre d'entreprise. Voilà, pour conclure, je dirais la chose suivante, c'est que les actions qualitatives se trouvent plutôt dans les secteurs non cycliques, alors que les actions non qualitatives se trouvent plutôt dans les secteurs cycliques. Les actions qualitatives permettent de faire du buy and hold, c'est ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire qu'on achète une action, alors éventuellement on renforce sa position au fur et à mesure des années, et puis on conserve ces actions en portefeuille très longtemps. Les actions non qualitatives, elles, s'achètent plutôt en bas de cycle, c'est le cas des valeurs cycliques, et se revendent en milieu ou en haut de cycle. Donc il y a un aspect ici de market timing qu'il n'y a pas forcément avec les actions qualitatives, même s'il est primordial de faire attention au niveau de valorisation des actions qualitatives. Ainsi, le buy and hold permet un faible turnover, c'est-à-dire permet de garder ses actions et de ne pas faire de l'achat-vente constamment, ce qui permet de limiter les frais de transaction et autres commissions. C'est très important pour la rentabilité ou le rendement du portefeuille à très long terme. Les actions non qualitatives, elles, génèrent un turnover élevé et donc des frais élevés et des commissions élevées, ce qui n'est pas bon bien entendu pour le rendement du portefeuille à long terme. J'attire également votre attention sur le fait que les actions qualitatives ont généralement une valorisation élevée la plupart du temps. Les actions non qualitatives, quant à elles, ont une valorisation relativement faible la plupart du temps, c'est le contraire. Alors on a souvent l'impression que ce sont des opportunités d'achat, ce n'est pas forcément le cas. Enfin, dernier point important, les actions qualitatives ont tendance à surperformer le marché à long terme, ce qui n'est absolument pas le cas des actions non qualitatives puisqu'elles sous-performent généralement le marché à long terme. Voilà, donc cette vidéo fait suite à la vidéo intitulée Savoir perdre pour gagner à long terme, dans laquelle j'insistais sur les entreprises ultra qualitatives. J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez maintenant ce qu'est une valeur ultra qualitative et surtout quels sont les critères importants pour repérer ces valeurs ultra qualitatives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.